Au début, personne n'y croyait. Au printemps de 1940, l'armée allemande semblait invincible. Les colonnes motorisées avançaient comme une vague d'acier, les routes étaient saturées de réfugiés, les états-majors perdaient le contrôle heure après heure, et le corps expéditionnaire britannique reculait vers la mer avec une seule pensée en tête, tenir assez longtemps pour ne pas être écrasé. Dans cette tempête, la France s'effondrait, et la Grande-Bretagne risquait de perdre toute son armée sur le continent. Puis, le 21 mai, un petit groupe de chars britanniques a fait basculer la situation d'une manière si brutale que même les généraux allemands ont cru à un piège. L'ordre qui a suivi a figé l'offensive pendant un temps précieux. Et ce temps a sauvé des centaines de milliers d'hommes. Mais avant d'arriver à ce moment, il faut comprendre l'ambiance de ces jours-là. Le front allié se disloquait. Les percées ennemies n'étaient plus des accidents, elles devenaient une mécanique. Chaque tentative de résistance semblait se briser contre la vitesse, la coordination et la brutalité du rythme imposé. Dans les rangs britanniques, on n'espérait plus arrêter l'avance, seulement la ralentir assez pour éviter une catastrophe totale. C'est dans cette panique organisée qu'une décision désespérée a été prise, lancer une contre-attaque près d'Arras. L'objectif n'était pas de gagner. Il s'agissait de frapper, de désorienter l'adversaire, et de mourir si nécessaire pour acheter quelques heures. On rassembla tout ce qui était disponible, sans illusion. Les 4e et 7e régiments royaux de chars furent engagés. Leur force était dérisoire face à ceux qui avançaient. Ils avaient 58 chars légers Matilda de première version, armés seulement de mitrailleuses, et surtout 16 Matilda de seconde version, les nouveaux venus, encore rares, presque inconnus, à peine livrés. À l'aube, ce petit groupe se mit en mouvement. La mission semblait écrite d'avance. Personne n'imaginait un exploit. Pourtant, lorsque les Matilda de seconde version atteignirent les positions de la 7e division blindée commandée par Erwin Rommel, quelque chose d'irréel se produisit. Les artilleurs allemands ouvrirent le feu avec leurs canons anti-chars standards de 37 mm, des pièces qui avaient déjà mis hors de combat quantité de véhicules en Europe. Les obus frappèrent les blindages britanniques. Et ils ne firent presque rien. Ils ricochèrent. Les servants allemands crurent d'abord à une erreur de distance, à une mauvaise visée, à un mauvais angle. Ils tirèrent encore. Les impacts claquaient, la peinture sautait, mais les chars continuaient, comme si on leur lançait des pierres. Dans les secondes qui suivirent, l'incompréhension se transforma en peur. Car un char qui avance sous le feu, sans ralentir, sans brûler, sans se retourner, ce n'est plus une machine. C'est une menace qui brise le moral. Les Matilda de seconde version entrèrent dans la ligne, et leur canon de 2 livres se mit à travailler avec une précision froide. Les véhicules de transport explosèrent. Les positions d'artillerie furent écrasées. Les points de résistance sautèrent un à un, et la panique se propagea si vite que des groupes entiers se mirent à décrocher sans ordre. Même des unités réputées dures, convaincues de dominer le champ de bataille, reculèrent en désordre, laissant derrière elles armes et matériel. Le choc n'était pas seulement matériel, il était psychologique. Personne n'avait prévu de tomber sur une armure capable d'absorber les coups habituels comme si de rien n'était. Les nouvelles arrivèrent en quelques minutes aux officiers supérieurs. Et là, la scène devint presque plus incroyable que la bataille elle-même. Au lieu de conclure qu'il s'agissait d'un raid isolé, certains états-majors commencèrent à craindre un contre-coup massif. Ils imaginèrent des réserves cachées, une manœuvre plus vaste, un piège refermé sur les unités parties trop loin en avant. Les mots circulaient vite. Encerclement, rupture, danger. Dans une offensive qui reposait sur la vitesse, le doute était mortel. Et c'est précisément ce doute qui déclencha un ordre décisif. L'avance fut stoppée. Les divisions blindées reçurent la consigne de se fixer, de consolider leur position et de ne pas pousser plus loin avant d'avoir compris ce qui se passait. Une pause. Une simple pause, mais dans une campagne menée au pas de course, c'était un luxe inimaginable. Pendant ces heures, puis ces journées, des colonnes entières purent se replier vers Dunkerque. Sans ce ralentissement, le port aurait pu être pris plus tôt et l'évacuation serait devenue impossible. Il faut mesurer ce que cela signifie. En quelques kilomètres de chaos et de fumée,
16 chars avaient créé un frein dans une machine qui semblait impossible à arrêter. Mais Rommel, lui, comprit très vite qu'il ne s'agissait pas d'un miracle. Il observa, il calcula, puis il réagit comme un chef qui refuse de perdre le contrôle. Il rassembla tout ce qu'il avait sous la main, et surtout, il fit amener des canons qui n'étaient pas faits au départ pour tirer sur des chars. Des pièces de défense antiaérienne d'un calibre de 88 mm. À partir de ce moment, la bataille changea de visage. Ce qui avait été une charge terrifiante se transforma en piège. Les obus de 88 mm ne ricochaient pas, ils traversaient. Les Matilda commencèrent à tomber. L'épaisseur de leur blindage, si impressionnante contre les canons anti-chars classiques, ne suffisait plus contre ce choc. Les pertes britanniques montèrent brutalement. En fin de journée, sur les 16 Matilda de seconde version, seuls 2 restaient encore capables de se battre. Parmi les Matilda de première version, à peine 25 survécurent. Et quand vint le moment d'évacuer, beaucoup furent abandonnés sur le sol français, silencieuses, immobiles, comme des carcasses trop lourdes à sauver. Pourtant, ce combat ne s'effaça pas. Il laissa une trace brûlante dans l'esprit des commandants. Rommel lui-même remonta l'information. Les Britanniques possédaient des chars dont le blindage mettait en échec l'armement habituel. Ce constat allait influencer des choix, accélérer des décisions et pousser les adversaires à chercher des réponses plus radicales. Mais avant d'aller plus loin, une question s'impose. Comment une machine aussi rare, apparue presque par accident au milieu du désastre, a-t-elle pu provoquer un tel choc? Dans la prochaine partie, je vais remonter aux origines de la Matilda de seconde version, à la Grande-Bretagne des années 30, aux choix économiques, aux erreurs de doctrine et aux compromis qui ont failli tuer le projet avant même la guerre. Et tu vas voir pourquoi ce char, né dans la pénurie, est devenu l'un des plus redoutés du début du conflit. Si la Matilda de seconde version a semé la panique en France, ce n'est pas parce qu'elle était magique, ni parce qu'elle sortait d'un laboratoire secret. Elle était le produit d'un pays qui, dans les années 30, avançait à l'aveugle, partagé entre la peur d'une nouvelle guerre et l'incapacité de payer pour s'y préparer. La Grande-Bretagne vivait encore avec la gueule de bois de la crise économique. La dette de la Première Guerre mondiale pesait sur chaque décision, et les budgets militaires ressemblaient à une couverture trop courte qu'il fallait tirer dans tous les sens. Le problème, c'est que 3 forces se disputaient la même couverture. La marine voulait ses navires, l'aviation réclamait des chasseurs modernes, et l'armée de terre, avec ses chars, arrivait trop souvent en dernier. Même quand l'argent arrivait, il se divisait encore. La doctrine britannique était obsédée par une idée simple. 2 familles de blindés, 2 missions, 2 mondes. D'un côté, les chars d'infanterie, lents, lourdement protégés, faits pour avancer au rythme des fantassins et encaisser le feu. De l'autre, les chars de croisière, rapides, destinés à l'exploitation, à la manœuvre, à la cavalerie moderne. Cette séparation semblait logique sur le papier, mais sur le terrain, elle condamnait l'industrie à fabriquer 2 types de machines avec des moyens limités. Et quand les moyens sont faibles, chaque compromis devient une blessure. La première Matilda est née de cette logique. Le ministère imposa un plafond de coûts strict, comme si l'on commandait un autobus et non un engin de guerre. Les ingénieurs se retrouvèrent piégés, protéger mais pas trop cher, produire mais vite, réduire mais sans tomber en morceaux. Le résultat fut un petit char, compact à l'extrême, avec un équipage réduit au minimum, une vitesse ridicule et des chenilles laissées vulnérables. Son unique force, c'était son blindage. Pour l'époque, c'était énorme. Sur le papier, cela promettait un monstre capable d'avancer sous les tirs anti-chars standards. Sauf qu'il y avait une faute impardonnable. Dans sa tourelle, il n'y avait qu'une mitrailleuse. Pas de canon. Rien pour détruire un autre char, rien pour casser un nid de mitrailleuse derrière un mur, rien pour ouvrir une position fortifiée. Autrement dit, une carapace solide, mais des griffes inexistantes. Les officiers le comprirent très vite. Un blindé incapable de frapper, c'est une prison roulante. Et le pire, c'est que cette erreur apparut au moment précis où l'Europe montait en tension et où le temps se refermait.
Alors, avant même que la première version ne soit réellement installée dans l'armée, une nouvelle spécification fut lancée. On voulait un char d'infanterie digne de ce nom, plus grand, mieux armé et assez solide pour survivre dans un champ de bataille moderne. C'est là que commence la vraie histoire de la Matilda de seconde version. Elle reprenait une silhouette reconnaissable, avec ce nez caractéristique, mais tout le reste changeait. On abandonna la construction rivetée pour des éléments moulés, on épaissit les plaques, on transforma l'intérieur, et surtout, on donna de l'espace à l'équipage. Ce n'était plus une boîte étroite. Le char atteignait une masse d'environ 25 tonnes, et son équipage passait à 4 hommes. Dans la tourelle, 3 postes distincts. Un chef de char qui peut observer et décider, un tireur concentré sur la visée, un chargeur capable de suivre le rythme du combat. Ce détail est vital, parce que la vitesse de tir ne dépend pas seulement du canon, elle dépend d'une équipe qui fonctionne comme une machine. Les chenilles reçurent des protections, et l'ensemble devint bien plus cohérent, plus dur, plus stable. L'arme principale, elle, devait être un message envoyé à tous les adversaires. Le canon de 2 livres, 40 mm, était considéré comme l'un des meilleurs de son temps pour percer les blindages. Il frappait vite, avec une trajectoire tendue et une précision redoutable. La Matilda de seconde version n'était pas pensée pour faire de la course, mais pour avancer, tirer et continuer à avancer. Pourtant, même cette naissance fut une lutte. Le constructeur traditionnel était déjà saturé de commandes. Le contrat tomba sur une entreprise habituée aux locomotives. Ce n'était pas un atelier de chars, c'était un monde différent, avec d'autres réflexes, d'autres méthodes, d'autres erreurs. Les retards s'accumulèrent. Les prototypes sortirent tard, la production avançait au ralenti, et quand la guerre éclata, ce char n'était pas encore un pilier de l'armée, mais une promesse fragile. Les premières unités reçurent leurs machines au compte-gouttes, comme si chaque exemplaire était un trésor arraché à l'urgence. Voilà pourquoi, lors du choc en France, elles étaient si peu nombreuses. Et voilà aussi pourquoi leur apparition a eu un effet de terreur. Ce n'était pas une masse, c'était une anomalie, une menace inattendue. Dans la prochaine partie, la Matilda de seconde version va enfin entrer dans l'environnement qui lui convient le mieux, la guerre du désert. Elle va affronter une armée nombreuse mais mal équipée, gagner un surnom presque royal, puis tomber sur un adversaire qui a retenu la leçon et qui arrive avec les armes capables de briser sa carapace. Ce sera la montée au sommet, puis la chute brutale. Quand la Matilda de seconde version arrive en Afrique du Nord, elle ne ressemble pas à un simple char transféré sur un autre front. Elle ressemble à une arme taillée pour humilier l'ennemi. La chaleur écrase les hommes, la poussière colle à la peau, les distances paraissent interminables, et pourtant les Britanniques n'ont pas le choix. Si l'Égypte tombe, la route du canal de Suez devient une porte ouverte sur un désastre stratégique. C'est exactement ce que cherche l'Italie, persuadée que l'Empire britannique est en train de vaciller. Elle veut frapper vite, prendre ce qui reste, s'installer et forcer Londres à plier. Le problème, c'est que dans ce désert, la Matilda de seconde version n'est pas un char comme les autres. Son blindage est un mur, et face à elle, les chars italiens ressemblent à des boîtes fragiles. Lors des premiers engagements sérieux, la scène se répète comme une exécution. Les tirs adverses claquent, frappent, s'écrasent, mais ne percent pas. Les équipages britanniques sentent une confiance presque dangereuse monter en eux. Ils avancent sans se cacher, avec l'impression d'être intouchables, et leurs canons percent les véhicules italiens avec une facilité effrayante. À chaque impact, la coque ennemie cède, les moteurs s'éteignent, et la colonne se transforme en carcasse fumante. Au début de l'année 1941, des unités britanniques se retrouvent même engagées dans des combats en Érythrée. Là-bas, la Matilda de seconde version prouve à quel point son canon peut être brutal quand l'adversaire est dépassé. Une attaque contre une colonne italienne se termine en massacre. La majorité des véhicules est détruite en quelques instants et les survivants fuient en abandonnant tout. L'inspection des épaves donne une image presque irréelle de la puissance du tir. Les obus traversent l'avant, déchirent l'intérieur, ressortent à l'arrière. On n'est plus dans une bataille, on est dans une démonstration.
Cette domination devient si évidente que la Matilda reçoit un surnom qui sonne comme une couronne, la reine du désert. Pour les Britanniques, elle est la machine qui rend possible l'impossible. Elle ouvre les positions, accompagne l'infanterie, écrase les points de résistance et transforme la supériorité numérique italienne en illusion. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La mécanique souffre, les moteurs exigent des soins constants, la transmission se montre capricieuse sous cette chaleur impitoyable, mais tant qu'elle roule, elle impose sa loi. Puis le désert change de visage. Un nouvel adversaire arrive, plus méthodique, plus agressif, et surtout dirigé par un homme qui a déjà vu cette cuirasse à l'œuvre. Erwin Rommel comprend immédiatement que la Matilda de seconde version ne doit jamais être affrontée de front avec les moyens classiques. Il apporte des canons plus efficaces et il impose une tactique qui transforme l'espace ouvert du désert en piège. Ici, il n'y a pas de forêt pour masquer la manœuvre, pas de colline pour sauver une retraite. Il y a des kilomètres de visibilité et des armes capables de tuer à distance. La première lame qui coupe la couronne, ce sont les nouveaux canons anti-chars allemands de 50 mm. À des distances réalistes, ils commencent à faire ce que les anciens modèles ne pouvaient pas, frapper le blindage britannique avec une vraie chance de pénétration. Mais le coup le plus terrible vient d'ailleurs. Les Allemands réutilisent en rôle anti-char des pièces conçues pour la défense aérienne, d'un calibre de 88 mm. Dans le désert, ces canons deviennent des prédateurs. Installés, camouflés, orientés avec calme, ils attendent que le char entre dans leur zone de tir, puis ils frappent avec une violence qui ne laisse aucune seconde. Et la Matilda de seconde version a un problème fatal dans ce duel. Son canon est excellent contre le blindé, mais il est mal adapté pour réduire des positions d'artillerie retranchées. Elle manque d'un vrai projectile explosif efficace pour neutraliser rapidement ces menaces. Résultat, le char avance, voit une ligne apparemment vide et se fait ouvrir comme une porte sous les impacts lourds. Lors d'une attaque britannique contre des positions allemandes près du col de Al-Faya, la confiance tourne au cauchemar. Les chars entrent dans la zone de mort, les coups tombent, les silhouettes s'arrêtent une à une, et l'unité est décimée. Sur 16 chars engagés, un seul parvient à revenir. L'année suivante, la tragédie se répète à une échelle encore plus brutale lors d'une attaque en 2 vagues contre une défense anti-char organisée. Des dizaines de Matilda avancent comme si elles pouvaient imposer la force par la masse. Mais les artilleurs allemands attendent, tirent, corrigent et recommencent. Le désert avale les chars sans pitié. À la fin, une poignée seulement reste intacte. La reine du désert perd sa couronne, non pas parce qu'elle devient mauvaise, mais parce que l'ennemi a enfin trouvé la clé qui ouvre son blindage. Et là surgit une vérité impitoyable. La Matilda de seconde version ne peut pas évoluer comme il le faudrait. Son anneau de tourelle est trop étroit pour installer une arme plus puissante. Elle ne peut pas recevoir le saut de feu qui sauverait sa place dans la guerre moderne. Alors que d'autres chars britanniques, plus flexibles, prennent le relais, la Matilda commence à disparaître des premières lignes en Afrique. Mais elle n'est pas encore finie, parce qu'au moment où elle s'éteint dans le sable, une autre route s'ouvre pour elle, une route glacée, dangereuse et chargée de morts. Dans la prochaine partie, la Matilda de seconde version va traverser les mers du Nord et entrer dans une guerre totalement différente. L'Est, le froid, les convois arctiques et l'armée rouge qui manque cruellement de chars au moment le plus critique. Et tu vas voir pourquoi ce transfert va transformer sa légende en quelque chose de beaucoup plus sombre. Le voyage de la Matilda de seconde version vers l'Union soviétique n'a rien d'une simple livraison. C'est une traversée où chaque caisse métallique représente une promesse de survie et où chaque navire peut devenir un cercueil. Les convois arctiques ne transportent pas seulement du matériel, ils transportent du temps. Et le temps est exactement ce qui manque à l'armée rouge au début de la guerre. Les ports du Nord reçoivent des cargaisons sous la menace constante des sous-marins et des attaques aériennes. Dans ces eaux glacées, des transports disparaissent sans laisser de chance. Une partie des chars envoyés ne touchera jamais terre. Ils sombrent dans l'obscurité, avec leurs moteurs silencieux et leurs blindages inutiles au fond de la mer. Ceux qui arrivent sont immédiatement absorbés par l'urgence. Il n'y a pas de mise en scène, pas de cérémonie. On les peint,
on les affecte, on les pousse vers le front. L'industrie soviétique est en train de se déplacer, de se reconstruire, et chaque char disponible compte. La Matilda de seconde version arrive comme une pièce lourde dans une partie où les pertes sont quotidiennes. Les tankistes soviétiques découvrent une machine différente de ce qu'ils connaissent. Elle est plus lente, plus lourde, moins nerveuse. Mais sa cuirasse est un argument qui peut faire la différence quand la ligne tient à un fil. Dans les premiers engagements, son blindage montre exactement pourquoi elle a été redoutée ailleurs. Les canons anti-chars allemands de petit calibre peinent à la neutraliser frontalement. Les équipages sentent qu'ils n'ont qu'une chance de survivre à des coups qui auraient détruit des engins plus légers. Cette sensation compte plus qu'on ne le croit. Un char qui protège son équipage donne du courage, et le courage, dans une guerre d'usure, se transforme en résistance. Pourtant, très vite, les critiques apparaissent. Sur ce front, la vitesse n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les opérations exigent des mouvements rapides, des replis, des repositionnements, et une capacité à suivre le tempo de la bataille. La Matilda de seconde version ne joue pas cette musique. Elle avance, mais elle ne danse pas. Son armement, lui aussi, commence à trahir son âge. Ce canon qui dominait au début du conflit devient moins convaincant face à des blindages améliorés. Les distances réelles, la qualité des munitions, les angles de tir, tout cela réduit les chances de perforation dans certaines situations. Les soviétiques envisagent des solutions radicales. L'idée surgit de remplacer l'arme d'origine par un canon national plus puissant. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, la tourelle est trop étroite, l'espace manque, et la transformation devient un cauchemar technique. Le projet échoue. La Matilda de seconde version reste ce qu'elle est et doit se battre avec ses limites. Puis vient le pire ennemi, celui qu'aucun blindage ne repousse, l'hiver. Le gel ne cherche pas à percer une plaque d'acier, il cherche à immobiliser, à casser, à fatiguer, à user. La suspension se remplit de neige compactée, la glace bloque les éléments, et chaque sortie exige un combat mécanique avant même de rencontrer l'adversaire. Les équipages découvrent que le char peut devenir prisonnier du terrain, incapable de manœuvrer avec agilité. Les chenilles, plus étroites, se comportent mal sur la neige profonde. Les mécaniciens improvisent, ajoutent des accroches métalliques, tentent de rendre la traction plus agressive. Mais chaque amélioration artisanale a un prix, parce que la machine n'a pas été pensée pour ce monde. Les moteurs, eux, demandent une discipline constante. Le démarrage devient une épreuve, l'entretien se transforme en rituel interminable. Les fluides gèlent, les systèmes se crispent, et parfois le char refuse tout simplement de se réveiller. Une guerre de mouvement se transforme en guerre de survie technique. Et malgré tout, la Matilda de seconde version continue d'être envoyée là où il faut tenir, parce que sa mission n'est plus de gagner des duels élégants, mais d'être un bouclier dans un moment où le bouclier manque. Les unités soviétiques qui la reçoivent l'emploient souvent dans des rôles de soutien, en appui direct, dans des secteurs où l'on exige une présence solide plutôt qu'une course folle. Elle sert, elle encaisse, elle protège, puis elle disparaît, soit détruite, soit épuisée par l'usure. À mesure que la production soviétique reprend son souffle, l'importance de cette machine étrangère diminue. Les nouveaux chars nationaux deviennent la colonne vertébrale, et la Matilda de seconde version glisse vers l'arrière-plan. Son rôle pourtant a été crucial. Remplir un vide au pire moment, absorber des coups, gagner du temps, offrir des coques là où il n'y en avait pas assez. Et pendant que cette histoire se termine dans la boue gelée, un autre théâtre s'ouvre à l'autre bout du monde. Là-bas, la guerre n'est ni une course dans le désert, ni une lutte dans la neige. C'est une progression lente, oppressante, étouffante, où l'ennemi se cache à quelques mètres. Un monde de jungle, de bunkers et de combats à bout portant. Et c'est précisément dans ce décor que la Matilda de seconde version va renaître une dernière fois, comme si elle avait attendu cet endroit depuis le début. Dans la prochaine partie, elle arrive en Australie. Elle est modifiée, renforcée, adaptée, puis envoyée dans les jungles du Pacifique. Et tu vas voir comment un char jugé dépassé redevient soudain une machine de terreur, capable de briser des positions que d'autres engins n'arrivent même pas à approcher. Lorsque la Matilda de seconde version atteint l'Australie, elle arrive dans un monde où les cartes ne ressemblent plus à l'Europe.
Ici, la guerre ne se joue pas sur des routes droites et des plaines ouvertes, mais dans un labyrinthe vert, saturé d'humidité, où l'on peut mourir sans avoir vu l'ennemi. À partir du milieu de 1942, un peu plus de 200 chars de ce type parviennent sur le continent australien. Le voyage maritime est long, brutal, et la mécanique n'aime ni le sel ni l'attente. Une grande partie des véhicules n'est pas immédiatement utilisable. Certains sont sacrifiés pour fournir des pièces, comme si l'on devait découper une armée pour en sauver une autre. Ce n'est qu'environ une centaine de chars qui peut être remis en état, et même ceux-là ne sont pas envoyés tels quels. Les Australiens comprennent qu'un char importé doit être transformé, ou il mourra dès sa première sortie. Les jungles du Pacifique sont une punition pour la plupart des blindés. Les Américains disposent de chars légers, rapides, mais trop faibles pour briser les obstacles naturels et survivre à des attaques à bout portant. La Matilda, elle, n'a pas besoin d'être élégante, elle a besoin d'être obstinée. Son poids et sa structure lui donnent une force presque animale. Là où d'autres se coincent dans les racines et les troncs, elle avance, écrase et ouvre un passage. Dans ces combats, la vitesse n'est plus le roi. Le roi, c'est la résistance, la capacité à encaisser une explosion proche, à subir une rafale sans s'arrêter, à soutenir l'infanterie à quelques mètres. Les ingénieurs australiens ajoutent des protections partout où les conditions du terrain peuvent blesser le char. On renforce des zones exposées, on améliore certains éléments, on crée des solutions simples et efficaces pour empêcher des dégâts absurdes causés par un arbre ou un bloc de terre. Les équipages eux-mêmes bricolent sans cesse. Ils installent des grilles, des plaques, des dispositifs improvisés pour empêcher l'ennemi de jeter des charges sur l'arrière. Car dans la jungle, la menace principale n'est pas toujours un canon lointain. C'est un soldat qui rampe dans l'ombre, qui attend le bon instant, puis qui frappe à une distance où un char ne peut pas réagir. Les armes anti-chars japonaises classiques ont du mal à percer ce blindage, ce qui pousse les défenseurs à utiliser des méthodes plus sournoises. Des charges explosives artisanales sont enterrées sur les trajectoires, déclenchées au passage d'un monstre d'acier. À Bornéo, près de Tarakan, une Matilda roule sur une de ces mines. L'explosion est si violente qu'elle soulève la machine, la projette dans les airs et la fait retomber comme un animal abattu. La coque est déformée, le choc est monstrueux, mais l'équipage survit, secoué, contusionné, vivant. Ce moment devient une preuve brutale. La Matilda peut être punie, malmenée, retournée, et pourtant protéger encore ceux qui sont à l'intérieur. Pour l'assaut des positions, les Australiens apprécient particulièrement les versions équipées d'une arme de soutien, capable de démolir les bunkers. Face à des défenses enterrées, camouflées, conçues pour absorber des tirs directs, il faut de la puissance explosive, pas seulement de la perforation. Les attaques prennent alors une forme méthodique. L'infanterie progresse mètre par mètre, et le char avance comme un bélier, écrasant les obstacles et brisant les points de résistance. Mais plus la guerre se durcit, plus on cherche une solution définitive. Une arme qui ne laisse aucune chance à un adversaire caché dans un trou, derrière une plaque de bois ou un mur de terre. C'est ainsi qu'apparaît la modification la plus terrifiante, une version lance-flamme. Dans les mains d'un équipage entraîné, ce char ne sert plus seulement à soutenir, il sert à nettoyer. Dans un environnement où les défenseurs peuvent s'accrocher dans des réseaux de galeries, où chaque bunker peut contenir une surprise, le feu devient un langage universel. Quelques secondes suffisent à transformer une position réputée imprenable en silence absolu. La Matilda, qu'on disait dépassée ailleurs, trouve ici une seconde jeunesse et devient l'un des outils les plus efficaces de la progression alliée. Les mois passent, les opérations s'enchaînent, et la Matilda continue de combattre dans cet enfer végétal. Elle n'est plus la reine du sable, ni le mur lent des steppes. Elle est l'accompagnatrice implacable de l'infanterie, celle qui avance quand tout le reste hésite. Et lorsque le 15 août 1945, le Japon annonce sa capitulation, certaines de ces machines sont encore en service. Cela signifie quelque chose de rare. Ce char britannique, né dans les restrictions, entré dans la guerre en petite quantité, a survécu à toutes les métamorphoses du conflit et a tenu jusqu'au bout. Et si l'on doit retenir une seule vérité, c'est celle-ci. La Matilda de seconde version n'a jamais été la plus rapide,
ni la plus moderne, ni la plus flexible. Elle a été celle qui encaisse, celle qui avance quand le terrain est mauvais, celle qui force l'ennemi à changer ses méthodes, et celle qui reste debout quand d'autres disparaissent. Elle a créé la panique en France, dominé le désert, combattu dans le froid, puis rené dans la jungle, comme si elle refusait de quitter la guerre avant le dernier jour. Si cette histoire t'a plu, mets un like, écris en commentaire quel char tu veux voir dans la prochaine vidéo, et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains récits.